Bienvenue dans cette nouvelle vidéo top effets spéciaux consacrée à l'année 2021. Pourquoi ce n'est pas un top 10? Tout simplement car il n'y a que 7 films qui m'inspirent un commentaire. En réalité 8 puisqu'il y a un ex-aequo. Il n'y avait pas eu de vidéo l'année dernière pour la simple raison que trop peu de films à effets spéciaux étaient sortis au cinéma en 2020. Ce qui était bien malheureux car il y en avait pourtant un qui sortait du lot, 1917, réalisé par Sam Mendes. Et lorsque j'ai découvert le film tout début janvier 2020, avant même d'avoir sorti le top 2019, je savais déjà qu'il serait premier pour le top 2020, qui n'est donc jamais sorti. Et même si le film était sorti l'année dernière, il aurait clairement été premier dans cette vidéo. Mais avant de revenir un peu dessus, je dois avouer que l'année 2021 ne m'a pas transcendé, dans le sens où je n'ai pas eu de coup de cœur pour un film en matière d'effets spéciaux, non pas que la qualité était absente, bien au contraire, mais aucun ne m'a vraiment charmé, on va dire, comme Blade Runner 2049, La planète des singes, La forme de l'eau, ou encore Bienvenue à Marwen. Ce qui me permet de rappeler que le but de cette vidéo est de donner mon avis sur les effets spéciaux, un avis qui tient surtout du ressenti que j'ai pu avoir pendant le visionnage, un ressenti sur la manière dont les effets s'intègrent à l'histoire, s'ils véhiculent des émotions ou non, comment ils sont mis en scène, ce que j'estime être un critère primordial, ou encore leur originalité, et bien sûr leur qualité. Vous noterez que le critère quantité ne fait pas partie de l'équation, car non seulement ça déterminerait à l'avance le classement de manière mécanique, mais surtout ce n'est pas un critère de qualité ou de pertinence. Il se trouve que les effets spéciaux d'aujourd'hui, principalement numériques, ne se distinguent plus vraiment par leur simple qualité, car franchement sur les 40 films que j'ai répertoriés en 2021, ils sont tous globalement d'excellente qualité. Une qualité qui peut évidemment varier en fonction du budget du film, du temps de post-production, de la direction artistique ou des volontés du réalisateur ou des producteurs. Il y a 2 ans, 1917 gagnait l'Oscar des meilleurs effets visuels, une récompense amplement méritée puisque la grande idée du film est de suivre en plan séquence 2 personnages en pleine Première Guerre mondiale qui ont pour mission de traverser les lignes ennemies, tels Frodon et Sam en direction du Mordor, pour délivrer un message qui sauvera des milliers de vies. Il s'agit évidemment d'un faux plan séquence, un mélange d'à peu près une trentaine ou quarantaine de plans collés bout à bout, avec très souvent l'aide de la 3D pour faire les transitions. Cela nécessite évidemment un travail de préparation monumental pour le tournage avec la mise en scène, les décors, la lumière, etc. Des doublures numériques photoréalistes vont servir pour des transitions, mais aussi beaucoup d'environnements avec des matte painting et de la 3D. Il y a d'ailleurs énormément de rotoscopie, c'est-à-dire de détourage image par image très complexe, puisque Roger Deakins, le directeur photo, refusait de mettre des fonds verts pour ne pas altérer l'éclairage. Une somme de travail impressionnante et très complexe pour un résultat en grande partie invisible, ce qui est d'autant plus admirable. Et lorsqu'un défi technique comme celui-ci, qui ressemble beaucoup à Gravity je trouve, est au service d'un scénario simple mais efficace, d'une mise en scène élégante et immersive, et une photographie incroyable, ça donne un sens aux effets spéciaux et les rend encore plus réussis. Sur ces belles paroles, passons au top 7 2021. En numéro 7, Eiffel, réalisé par Martin Bourboulon, et Le Dernier Voyage, réalisé par Romain Quiro. Alors c'est la première fois que je mets des films français avec des VFX entièrement ou en grande partie réalisés en France, non pas par manque de projet ou de qualité, mais surtout par manque de singularité dans le paysage cinématographique français. Avec Eiffel, grosse production de 23 millions d'euros, très classique mais visuellement très intéressante. Sur le tournage est construit en extérieur un pied de tour Eiffel à taille réelle, permettant d'avoir une super base non négligeable pour la réussite du projet. Et c'est le studio français Buff qui s'est occupé de refaire entièrement la tour Eiffel en 3D à différents stades de construction à partir des plans d'origine de la statue, pour un résultat particulièrement fidèle et réaliste. À cela s'ajoute la reconstruction du vieux Paris pour des extensions de décors et arrière-plans. Le Dernier Voyage, quant à lui, se trouve être une proposition atypique en France, ce qui ne devrait pas, avec des VFX qu'on ne voit jamais dans un film français. Malheureusement, le film en question a beau être ambitieux, il demeure réellement imparfait, avec des problèmes de rythme et une dimension hauteur un peu pompeuse et malvenue. Il est peut-être trop ambitieux, même au regard de son triste budget de seulement 3 millions d'euros, 8 fois moins qu'Eiffel, au lieu des 7 millions prévus initialement. Et c'est d'ailleurs le studio français Digital District qui assure les effets en plus de carrément coproduire le film, ce qui n'arrive quasiment jamais pour un studio VFX. Visuellement c'est réussi je trouve, même si sans aucune originalité à l'échelle mondiale, mais qui a au moins le mérite de se distinguer du reste de la production nationale. Disons que je préfère voir le verre à moitié plein. En 6ème place, Sans un bruit 2, réalisé par John Krasinski. J'ai aimé cette suite autant que le premier, mais c'est surtout la réal de John Krasinski que je trouve excellente encore une fois, à commencer évidemment par un joli plan séquence en début de film,
et globalement un découpage hyper efficace et immersif sur toute l'intro. Les créatures sont beaucoup plus visibles qu'avant, et surtout en pleine journée, ce qui représente le principal challenge des CGI du film. CGI qui se limite principalement aux créatures, avec un gros travail d'animation, mais sinon pas beaucoup d'évolution par rapport au premier film. C'est surtout la mise en scène et le travail incroyable sur le son, et notamment les ruptures de son, qui apportent beaucoup à l'intégration des créatures je trouve, et les rendent encore plus terrifiantes. En 5ème place, The Suicide Squad, réalisé par James Gunn. Quitte à placer un film de super-héros dans ce top, puisqu'il y en a eu au moins 42 cette année, autant mettre celui avec les effets les plus créatifs et les moins édulcorés. En plus d'avoir trouvé le film fort sympathique, moi qui ne suis pas fan des Gardiens de la Galaxie toujours réalisés par James Gunn, j'ai trouvé mon compte ici avec des créatures au design originaux, des scènes d'action impressionnantes qui utilisent leur décor, et des personnages aux effets absurdes et presque malsains parfois. La séquence d'action d'Harley Quinn, qui zigouille un par un des soldats, voit des petites fleurs émerger d'un peu partout sortant tout droit de son esprit tordu, et confère à la scène une dynamique de couleurs originale qui contraste avec l'horreur de la situation, tel un Disney réalisé par un sale gosse. Manque plus que les petits oiseaux au style cartoon, et on obtient une séquence sanglante et onirique tout à fait charmante. Mais ce que j'ai préféré concerne les créatures d'étoiles de mer, et notamment la géante, que je trouve extrêmement réussie et originale. J'adore le fait que ce soit un antagoniste que je catégoriserais comme étant conceptuellement ironique, dans le sens où son apparence mignonne contraste avec son diabolisme, son design minimaliste et coloré contraste avec un environnement urbain grisâtre et complexe. Le minimalisme est contrebalancé par un niveau de détail impressionnant sur sa peau, mais aussi son œil, où on a même des jolis plans à l'intérieur. Le minimalisme contraste aussi avec les systèmes de muscles et de déformations complexes. Et enfin les destructions que je trouve plus impressionnantes que d'habitude, car cette ironie conceptuelle renforce le sentiment de gigantisme de la situation. On a également plein d'autres effets visuels très réussis qui laissent une très bonne impression globale. En 4ème place, Matrix Resurrections, réalisé par Lana Wachowski. Alors je fais partie des gens qui ont aimé le film, mais je dois avouer que les séquences d'action m'ont plutôt déçu dans l'ensemble, pas tant dans les idées, mais davantage dans l'exécution. Le rapport à la mise en scène de Lana Wachowski a bien évolué, pour passer de cadrage et composition ultra réfléchie et millimétrée dans les premiers films, à une certaine instantanéité de l'action, plus brouillonne, ce qui est en adéquation avec le propos de ce 4ème film, mais du coup beaucoup moins intéressant visuellement. Certaines séquences d'action sont même illisibles et inintéressantes, et venant d'une des réalisatrices de Matrix, ça fait mal. Autant vous dire que si ce 4ème film avait eu la même exigence de narration visuelle que ses prédécesseurs, il aurait sûrement été premier de ce top. L'exécution est donc triste, mais il y a toutefois de très bonnes idées, comme le principe de la meute, pour ceux qui ont vu le film, et les différents effets de code qui fonctionnent toujours aussi bien. Toutefois, il y a globalement beaucoup de redites des premiers films, notamment avec les Sentinelles ou la Ville des Machines évidemment. Il sera d'ailleurs intéressant de comparer techniquement les films entre eux pour constater de l'évolution technologique. Un premier constat évident est que les premiers films avaient beaucoup de plans avec des miniatures, notamment la ville de Sion, ce qui a bien sûr disparu ici. A noter qu'il s'agit probablement du premier film que je vois qui questionne ouvertement l'héritage de ses propres effets spéciaux, en l'occurrence le bullet time. Ce qui le rend forcément intéressant avec une nouvelle version qui n'en est pas vraiment une, mais se veut volontairement exagérée et imparfaite avec ses rémanences floues étranges, encore une fois dans la logique thématique du film. Il était difficile d'attendre un nouveau bullet time, sachant qu'aujourd'hui tout peut être fait virtuellement. Si vous souhaitez voir un bullet time moderne, c'est plus ou moins ce qui a été fait dans Ready Player One avec la séquence des souvenirs en réalité virtuelle. Plus besoin de mettre plein de caméras le long d'un chemin précis et déterminé, on peut maintenant placer plusieurs caméras autour d'un sujet, qui va permettre de tout reconstruire image par image en 3D, pour ensuite animer une caméra virtuelle autour du sujet. Pour aller plus loin que ça, il suffit simplement de remonter à Matrix Reloaded, où le bullet time était tout simplement entièrement en image de synthèse. Mais nous allons continuer de parler de Matrix, qui est connecté avec le film suivant. En 3ème place, Free Guy, réalisé par Shawn Levy. J'ai failli le mettre ex aequo avec Matrix tant ils ont des similitudes dans leurs effets spéciaux. Mais si Free Guy est devant, c'est parce que Matrix est quand même le 4ème volet d'une saga avec forcément des redondances visuelles. Là où Free Guy est une histoire originale entre guillemets, même si ça reste The Truman Show dans un jeu vidéo. Cette séquence de destruction massive, qu'on croirait tout droit sortie d'un film de Roland Emmerich, est entièrement numérique et s'avère hyper spectaculaire. Dans n'importe quel autre film, j'aurais pris ça pour de la paresse de tout faire par ordinateur sans avoir une base réelle. Mais comme la séquence se déroule dans un jeu vidéo,
bah ça prend tout son sens. Un peu comme Ready Player One, qui est un film d'animation en performance capture lorsqu'on est dans l'Oasis. Il est intéressant de constater que certains environnements paraissent très artificiels et font clairement 3D. Sauf que comme pour le 4e Matrix, l'aspect artificiel est totalement cohérent avec le fait que les personnages sont réellement dans un monde artificiel. Et c'est là que c'est intéressant de voir qu'à une époque où on peut avoir un photoréalisme total en 3D, où on tente constamment de brouiller la frontière entre ce qui est réel et ce qui ne l'est pas, qu'on peut justement jouer avec pour amener une impression d'étrangeté dans un environnement qui paraît réel, comme dans ce plan de Matrix, qui est techniquement superbement réussi, mais paraît totalement faux. La matrice est un monde artificiel qui paraît réel, donc avoir des CGI qui paraissent réels mais semblent artificiels n'est pas totalement dénué de sens. Et il est d'autant plus intéressant que le studio Dineg a pour la première fois utilisé Unreal Engine, un moteur de jeu vidéo temps réel, pour réaliser cet environnement. Chose qu'il aurait été impossible de faire à ce niveau-là il y a encore quelques années. Et quelle meilleure transition pour revenir à Free Guy que d'évoquer ce joli effet bullet time avec plein d'habillage numérique qui a au moins le mérite d'arriver une seule fois à un moment clé de l'histoire et donc de le rendre narratif. Le film démarre par un long plan séquence spectaculairement bordélique qui mélange environnement réel et véhicule en 3D. La voiture du héros est filmée pour la référence pour ensuite être remplacée. L'idée de transformer un environnement en simulation de jeu vidéo réel offre des visuels plutôt sympas je trouve, avec beaucoup d'interfaces forcément et d'habillages divers sur les façades. Un travail réalisé par Digital Domain qui s'occupe également de l'environnement jeu vidéo vu depuis l'extérieur où la principale référence visuelle étant GTA. Encore une fois, le photoréalisme est questionné avec des environnements qui doivent paraître complètement authentiques et d'autres qui doivent ressembler à un jeu vidéo AAA. Les acteurs sont scannés pour obtenir des doubles numériques parfaits, et ces mêmes doubles numériques sont retravaillés pour obtenir une version moins réaliste que l'on voit depuis l'extérieur du jeu. Il y a aussi un décor réel construit tout en nuances de gris, ce qui fait beaucoup penser à ce que l'on appelle en 3D une passe de ZDef, une passe de profondeur, qui permet de modifier une image 3D dans sa profondeur, comme ajouter un flou de profondeur de champ par exemple. On a aussi les glitches de destruction qui semblent révéler le décor en wireframe, c'est-à-dire l'affichage des polygones qui constituent les modèles 3D. Digital Domain a également utilisé pour la première fois dans un film leur outil nommé charlatan, très bizarre à dire en français, consistant plus ou moins à faire du deepfake. Et cela concerne une ligne de dialogue du personnage joué par Channing Tatum qui a dû être modifiée. Et au lieu de dépenser des millions de dollars dans des reshoots, ils ont animé une version 3D de son visage en le mélangeant à la prise de vue avec l'acteur pour créer un deepfake réaliste de son visage avec la nouvelle ligne de dialogue. Dans l'ensemble, on a affaire à un festival d'effets visuels, comme son affiche l'indique, qui ne sont pas révolutionnaires certes, mais que je trouve riches et variés, faisant partie intégrante de l'histoire, et avec plein de couleurs, contrairement au film suivant. En deuxième place, Dune, réalisé par Denis Villeneuve. Alors là, vous vous dites pourquoi il l'a pas mis en premier, il est fou, il y connaît rien, il a pas de goût. Eh bien je vais vous avouer que c'est un film qui m'a profondément ennuyé, que j'ai trouvé froid, clinique, des personnages et une intrigue très peu intéressante, et visuellement, c'est pas la joie en ce qui me concerne. Il y a évidemment des très beaux plans, hyper bien composés, qui ressemblent à des tableaux, mais il y en a pas beaucoup, et globalement la direction artistique est absolument oubliable, je n'ai pas retenu un seul décor du film, et la palette de couleurs se limite pendant 2h40 à du gris et du beige. Alors vous me direz que c'est fait exprès, et je veux très bien l'entendre, y a pas de souci, mais du coup visuellement c'est pas très stimulant, voire carrément triste et déprimant. Maintenant vous vous demandez sûrement pourquoi je l'ai mis en deuxième, si c'est pour être aussi négatif. Eh bien parce que quoi qu'on pense du film, il reste une proposition de cinéma et d'effets spéciaux forcément intéressante. De par son ambiance, son rythme lent, ses designs ultra minimalistes, et surtout son travail du gigantisme qui est l'aspect principal des effets spéciaux de Dune. Toute la réussite des VFX repose sur ça, sur les rapports d'échelle, où c'est souvent le design le plus minimaliste qui est le plus grand dans le cadre. Un concept que Denis Villeneuve avait déjà expérimenté dans Premier Contact. Il se distingue aussi par l'absence totale de fond vert pour éviter d'avoir des retours de lumière vert sur les sujets, le remplaçant ainsi sur plusieurs plans par un fond marron-beige, ce qu'ils appellent le sunscreen, l'écran de sable, ça tombe bien le film est déjà tout beige, qui consiste à le remplacer non pas en soustrayant la couleur comme on le fait avec le vert, puisque vous remarquerez que la couleur est quasi identique au reste donc ça ne marcherait pas, mais plutôt en jouant sur la différence de luminance, c'est-à-dire la luminosité entre l'avant et l'arrière-plan, ce qui donne une bonne base, et ensuite faut pas déconner c'est du détourage à la main.
Bien sûr, cette base fonctionne car c'est filmé avec une caméra Alexa LF qui possède une très grande dynamique de luminance permettant de capter un maximum de nuances entre le noir et le blanc absolu, ce qui ne marcherait pas si c'était filmé à l'iPhone évidemment. J'ai beaucoup aimé les pales des ornithoptères qui donnent une sensation de vitesse atypique, et la plus grande réussite est pour moi le vert des sables, hyper imposant, avec un gigantisme qui le fait souvent sortir du cadre. À cela s'ajoutent les très impressionnantes simulations de sable qui ont dû nécessiter des ressources folles. Logiquement, je ne peux pas m'empêcher de comparer Dune à Blade Runner 2049, la précédente réalisation de Denis Villeneuve, qui avait lui été un coup de cœur effets spéciaux il y a 4 ans. Car je trouve qu'il avait une direction artistique beaucoup plus intéressante, tout comme au niveau des couleurs et de la lumière. Les effets spéciaux étaient très variés, allant de maquettes, bien que noyés dans de l'atmosphère numérique, à des environnements de science-fiction complexes, en passant par des hologrammes et des doubles numériques très réussis. Et quand je passe à Dune, c'est clairement la douche froide, car je le trouve visuellement beaucoup moins stimulant et mémorable. Mais dans l'ensemble, les effets visuels de Dune se distinguent surtout par l'aspect presque naturaliste des intégrations. Le fait qu'ils aient très peu influencé le tournage, puisqu'il n'y avait pas de fond vert par exemple, que ça a été tourné en partie dans le désert, que les éclairages liés aux effets numériques étaient réalisés sur le plateau pour avoir des bonnes interactions de lumière, sans oublier l'atmosphère, la mise en scène à la fois terne et majestueuse, et les designs minimalistes. Tout ça font que les effets de Dune sortent forcément du lot. Et en première place, Lemb, réalisé par Valdimar Johansson. Là vous vous dites ça y est, il a pété un câble, c'est quoi ce film, il est où mon Spider-Man? Comme je l'ai dit en début de vidéo, je n'ai pas eu de coup de cœur en 2021 et je n'avais pas envie de mettre Dune en premier pour toutes les choses que je n'ai pas aimées. Je me suis donc dit, allons dans l'originalité, dans l'inattendu, et parlons d'un petit film islandais assez contemplatif avec un rythme lent mais très intéressant que je vous invite à découvrir. Malheureusement, je ne pourrais pas en dire trop puisque c'est important de garder un maximum de mystère avant de découvrir le film. Mais sachez qu'il y a un agneau qui est soit réel, soit une marionnette réaliste sur quelques plans, soit en image de synthèse. Et contrairement à ce que les médias, la promo ou l'équipe du film en disent, d'après le superviseur VFX, l'agneau est bel et bien en image de synthèse sur au moins les 3/4 des plans. Les effets numériques sont toujours un tabou sur les petits films, même parfois les gros films, comme s'il s'agissait d'une triche, d'un mensonge, alors que le principe même du cinéma repose sur le mensonge puisque ce n'est jamais la réalité qui est filmée. Et pourtant, Lemb parle justement de l'aliénation de la nature, de sa réappropriation illégitime par l'homme, où les effets visuels peuvent justement devenir la technologie qui vient pervertir le naturalisme de l'œuvre à des fins narratives. Alors de toute la vidéo, c'est largement le film qui a le moins de plans VFX évidemment, une 60aine à peu près, peut-être même plus, et franchement sur beaucoup d'entre eux, je me posais vraiment la question de savoir si c'était une intégration d'un vrai animal, de la 3D ou une marionnette. Et c'est une question qu'on ne se pose plus vraiment aujourd'hui tant la réponse paraît toujours évidente. On n'a malheureusement presque aucune info sur les VFX du film, mais ce serait a priori l'œuvre de The Chimney Group, un petit studio basé en Suède et en Pologne. Pour finir, en plus d'être un film original et atypique, je trouve ça intéressant de voir des techniques d'effets spéciaux variées pour un personnage hybride dans un tout petit film indépendant, qui plus est islandais. Mais également d'intégrer des images de synthèse complexes dans une mise en scène pour le coup totalement intimiste et naturaliste, ce qui est plutôt très rare. C'est tout pour ce top 7 2021, félicitations à tous ceux qui ont travaillé sur ces films et globalement aux 40 films que j'ai relevés, même s'il y en a peut-être certains que j'ai oubliés, et merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes d'accord avec moi ou pas du tout, et quels sont les effets spéciaux qui vous ont marqué en 2021. En attendant, je vous dis à la prochaine.